Bonjour. Cet exercice est un classique de manipulation simple sur les ensembles et plus généralement de logique. Et il ira probablement rejoindre les autres vidéos de la playlist Vers le supérieur, que je vous invite d'ailleurs à consulter, que je mettrai en lien en description de cette vidéo. Des exercices de passage de la terminale vers le supérieur, voilà, pour être simple. Et donc oui, c'est un exercice assez classique en début de prépa ou de licence. En fin de terminale, en terminale même pour les plus courageux, si vous savez manipuler les ensembles, plutôt des intersections et des unions d'ensemble et les signes impliquent, équivaut, etc. Bon bah ça peut être pas mal à essayer. Donc, quel est l'énoncé? Soit A et B, trois ensembles. Il s'agit de montrer que l'équivalence suivante est vraie, à savoir que A inter B égale A inter C et A union B égale A union C, ces deux conditions à la fois, eh bien sont équivalentes à B égale C. Donc il faudrait montrer que A inter B égale A inter C et A union B égale A union C équivaut à B égale C, donc que ceci est vrai, si et seulement si, cela est vrai. Vous pouvez vous donner une bonne quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Alors, on nous demande de montrer une équivalence entre deux propositions, entre celle-ci et celle-là. Dans la plupart des cas, en tout cas dans les cas où on voit pas tout de suite comment on peut raisonner par équivalence, donc transformer cet énoncé et dire cet énoncé est équivalent à tel autre, c'est dur à dire, énoncé, etc. et arriver à cet énoncé là, ce qu'on va faire, si on n'est pas dans un tel cas entre guillemets simple, ce qu'on va tout simplement faire, c'est procéder par double implication. Montrer que cette proposition implique celle-là, et réciproquement, que cette proposition implique cette proposition. Dans cette situation, en contrôle, voilà, on va faire un petit, pas un jeu, mais s'il nous reste, 2 minutes, 3 minutes en contrôle et que voilà, il faut faire tomber cette question, il est souvent judicieux de se poser rapidement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rester une heure à se demander quelle est l'implication la plus simple, se poser rapidement la question de tiens, est-ce qu'il n'y a pas une implication qui tomberait plus vite que l'autre, histoire que j'ai les points sur cette implication au moins. Bon là, en l'occurrence, il me semble évident que l'implication ça implique ça est beaucoup plus facile. Donc, on va commencer par ça. Si B égale C, si je pars de là, qu'est-ce que ça veut dire? Si B égale C, il est évident que l'intersection entre A et B est égale à l'intersection entre A et C, puisque l'ensemble B et l'ensemble C sont égaux dans ce cas-là, et que l'union entre A et B est égale à l'union entre A et C. Voilà, donc j'ai pas dit grand-chose, en fait, dans ce sens, c'est trivial, en fait. Oui, si vous me dites que B égale C, ces intersections sont égales et ces unions sont égales. Ok, maintenant, dans l'autre sens, voilà, j'ai pris, je sais pas combien de points, mais j'ai pris un quart, un dixième, je sais pas, 2 points. Ok, maintenant si A inter B égale A inter C, et A union B égale A union C. Bon, faut que je me décide, mais A sont parfois pointus, parfois ronds, je sais pas, j'ai du mal à me décider, égale A union C, ok. Si ces deux conditions sont réunies à la fois, il faudrait que j'arrive à la conclusion que B égale C. J'ai les yeux rivés vers ma conclusion. Je veux prouver, en fait, voilà mon hypothèse, voilà, ce que j'ai dans la poche, et je veux arriver à établir que l'ensemble B et l'ensemble C sont égaux. Voilà, ce qui m'intéresse notamment dans cet exo, surtout pour des élèves soit en terminale, soit en tout début de première année, c'est de nous habituer à la manière la plus courante de montrer que deux ensembles sont égaux. Deux ensembles, dans le sens général, sont égaux. Il s'agira souvent de procéder par double inclusion. Je me rappelle... les élèves que j'ai eu en colle cette année, le réflexe en début d'année était pas du tout là, en général, chez les élèves, ce qui est normal, ce qui peut se comprendre. Bon, au fil des semaines, on commençait à mieux comprendre, que quand il y a qu'on montrait que deux ensembles sont égaux, souvent, je dis pas que ce sera toujours le cas, mais voilà, procéder par double inclusion, c'est-à-dire prouver que l'un est inclus dans l'autre et que l'autre est inclus dans l'un. Prouver que B est inclus dans C, puis que C est inclus dans B. Ça veut dire quoi que B est inclus dans C? C'est-à-dire que tout élément appartenant à B appartient aussi à C. Et puis, pour l'inclusion dans l'autre sens, que tout élément appartenant à C appartient aussi à B. Si on arrive à prouver ces deux inclusions, ça prouve que les ensembles B et C sont égaux. Donc j'aimerais bien prouver ça. Comment m'y prendre? Prenons un élément appartenant à B. Et le but, c'est de montrer que cet élément appartient aussi à C. Voilà les égalités dont je dispose. Bon. Ce serait quand même sympa de réfléchir à la situation où X appartiendrait aussi à A. On pourrait se dire, pourquoi? Oui, parce que j'ai une égalité entre l'ensemble A inter B et l'ensemble A inter C. Si X avait le bon goût d'appartenir aussi à A, il appartiendrait à A inter B, parce que appartenir à A inter B, ça veut dire appartenir à A et à B à la fois. Oui, mais X, personne ne me dit qu'il appartient à A.
comment je fais pour rajouter cette hypothèse légalement et pouvoir m'en servir? Eh ben, je suis obligé de procéder par disjonction de cas. Dire, s'il appartient à A, si ce X là appartient à A, voilà ce que je vais vous dire, et s'il n'appartient pas à A, je vais devoir aussi me débrouiller, et voilà ce que je vais vous dire aussi dans le second cas. Voilà ce que j'aime bien aussi avec cet exo, pas mal d'enchaînements logiques, de confrontation à des situations pas très dures mais plutôt emblématiques, voilà, disjonction de cas, un truc que vous entendrez pas mal en première année et plus tard. Eh bien, soit X appartenant à B. Si... Bon, voilà, là on va le faire un peu de manière scolaire, procédons par disjonction de cas. Il suffirait sur une copie de dire si X appartient à A, bah voilà, je vais arriver à parvenir à mes fins, et si X appartient pas à A, je vais aussi parvenir à mes fins. Procédons par disjonction de cas. Ok. Si X appartient à A, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que X appartient à A inter B du coup. Puisqu'il appartient à B par hypothèse et à A aussi là. Donc X appartient à A inter B. Oui mais A inter B, c'est A inter C. Donc X appartient à A inter C. C'était quoi l'objectif de mon X là? Pourquoi j'ai pris un X appartenant à B? Pour essayer d'établir qu'il appartenait aussi à C. Oui mais vous me dites qu'il appartient à A inter C. Bah X appartient à C là. Il appartient à A inter C, il appartient à A et à C à la fois. Donc vous prenez un élément de B quelconque, et il appartient à C. Grâce à ça, on a établi dans le cas où X appartient à A qu'il est... Enfin, j'ai failli dire trop tôt que B était inclus dans C, pas encore. Dans le cas où X appartient à A, il appartient aussi à C. Si X n'appartient pas à A, qu'est-ce que je fais? Bon voilà, il faut vraiment que je me décide, tant pis. Si X n'appartient pas à A, eh bien, bon, est-ce que je me rabattrai pas sur la seconde égalité? A union B égale A union C. Bon. X malheureusement ne peut pas prétendre appartenir à A inter B, puisqu'il n'appartient pas à A. Mais il appartient à A union B. Dans le premier cas aussi d'ailleurs, il appartenait à A union B. Mais dans le second cas, bon voilà, faute de mieux, il appartient à A union B. C'est moins précis que d'appartenir à A inter B. Il appartient à A union B, je rappelle que c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'un ou à l'autre, au sens large, au sens inclusif du terme ou au sens inclusif dans le sens où au moins l'un des deux. Un élément appartient à A union B si et seulement s'il appartient à A ou à B, sous-entendu à un ou moins des deux, c'est pas un ou exclusif. Donc X appartient à A union B, d'accord, ok, super. Oui mais A union B c'est quoi? C'est aussi A union C. Donc X appartient à A ou à C, à l'un ou moins des deux. Ah, mais c'est là que c'est important de savoir que X n'appartient pas à A. Je le rappelle ici, même si c'est écrit juste là. X appartient à l'un au moins des deux ensembles que sont A et C, et on sait que X n'est pas dans A. Donc nécessairement, ça ne laisse pas d'autre choix à X que d'être dans C. Ok. Donc dans tous les cas, si X appartient à B, alors X appartient à C. Donc qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que B est inclus dans C. Ok, qu'est-ce qu'il faut prouver maintenant? Que C est inclus dans B. Est-ce que j'ai envie vraiment de refaire tout ça, même si c'est assez rapide? Non, flemme en fait. Là, B et C jouent des rôles complètement symétriques. Donc, comment dire ça de manière propre? J'ai envie de dire en inversant les rôles de B et de C, en fait, parce que j'ai A inter B égale A inter C. Ça veut exactement dire, si je veux vraiment flemmarder, je peux écrire que ça veut dire que A inter C égale A inter B, et A union C égale A union B. On peut vraiment inverser les rôles de A et de B qui jouent des rôles parfaitement symétriques dans cet énoncé. En permutant B et C à chaque fois, là, j'ai les mêmes phrases en fait. A inter C égale A inter B et A union C égale A union B. En inversant, et c'est pas de la triche ici, attention à pas l'utiliser dans des situations où les rôles joués par B et C ne sont pas vraiment symétriques, en inversant les rôles de B et C, nous obtenons aussi eh bien que C est inclus dans B. L'ensemble B est inclus dans l'ensemble C, l'ensemble C est inclus dans l'ensemble B, donc l'ensemble B est égal à l'ensemble C. Nous avons prouvé que si nous avions l'égalité A inter B égale A inter C, égalité d'ensemble, et l'égalité de ces deux ensembles A union B et A union C, alors nous avions l'égalité en fait entre B et C. Donc d'où l'équivalence, voilà, on peut écrire une phrase de conclusion, nous avons donc établi l'équivalence suivante, ça équivaut à ça, voilà, je vais pas le réécrire. Alors petite remarque, j'ai hésité à préciser 3 ensembles non vides, mais en fait non, parce que s'il y a un caractère vide d'un de ces ensembles, ça ne casse pas la chose. On pourrait s'inquiéter ici et dire, mais attendez, imaginez que B soit vide. Quand je me permets d'écrire soit X appartenant à B. En fait, le but de la démarche ici, c'est quoi? C'est de prendre un élément de B et montrer qu'il est dans C. Oui, mais ça reste valable si B est l'ensemble vide. Dans le cas où B est l'ensemble vide, dire si X est un élément de B, alors j'ai tout ça,
ça reste tout à fait valable. Dire pour B l'ensemble vide, si X appartient à B, alors X appartient à C, bah c'est tout à fait valable. C'est l'ensemble vide. Si un élément est dans l'ensemble vide, alors il est dans un autre ensemble. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'élément dans l'ensemble vide. Certes, faux implique ce qu'on veut. On en reparlera à d'autres occasions de ça, mais partir de quelque chose de faux, de savoir d'un élément appartenant à l'ensemble vide, bah, grâce à ça, à partir de ça, ça peut me permettre d'aboutir à toute autre proposition en fait. Ça ne me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est le si alors. Si X appartient à B, est-ce qu'il est vrai que X appartient à C? Eh ben oui, ça reste vrai quand B est l'ensemble vide. Voilà, je n'insiste pas énormément dessus, pour pas... Enfin, ça dépend des gens, mais si vous êtes en terminale, début de première année, pas trop vous embrouiller. En tout cas, il n'est absolument pas gênant que B, par exemple, ou que n'importe lequel des trois ensembles, après je vérifie bien, mais que n'importe lequel des trois ensembles soit l'ensemble vide. Ça ne dérange pas, ça ne remet pas en cause ce qui est écrit ici, a priori. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.